Avec nous, Michel David et Dimitri Soudas. Stéphanie Grandmont est elle est en chemin dans les tuyaux. Je cherchais le mot, là. J'essaie d'être scientifique, ça n'a pas marché. OK. FAE. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. FAE, Granby, Coansville, qui disent, nous, savez-vous, on recommande de ne pas accepter cette entente de principe. Oups, est-ce que la FAE pourrait venir gâcher un peu la belle entente jusqu'ici? Là? Ça a été assez compliqué. Et peut-être ne pas accepter. Dimitri Soudas, qu'en pensez-vous? Je suis pas mal confus parce que, premièrement, la FAE, c'est le syndicat qui a déclenché la grève générale illimitée pendant plus d'un mois. La FAE est le même syndicat qui n'a pas un fonds de grève pour ses membres. Et là où j'ai de la misère à comprendre, c'est la FSE, l'autre syndicat des enseignants, qui a conclu une entente avec le gouvernement. Entente qu'on me dit très similaire, sinon pas presque pareil, sur le plan du cadre financier. La question que je me pose, donc s'ils rejettent l'entente, est-ce qu'on retourne en grève générale illimitée avec leurs membres qui n'ont pas un fonds de grève? C'est une bonne question. Je rappelle, Michel David, quand même, que pour que l'entente soit considérée et rejetée, il faut que 50 des syndicats, donc 5 syndicats sur 9, la rejettent. Donc, c'est pas de... On verra. Et que 50 plus un des membres, des enseignants, la rejettent également. C'est la double majorité. Mais disons que ça part mal avec cette recommandation-là, Michel. Ah, ça part très mal. Et je me mets à la place des autres syndicats qui vont se dire, ouais, bien, eux autres, ils l'ont rejeté. Nous autres, on va-tu accepter ça? Ça devient assez gênant. Maintenant, contrairement à Dimitri, moi, je ne suis pas surpris que ce soit la FAE qui ouvre le bal comme ça, précisément parce que ce sont eux qui ont fait le plus de sacrifices, je peux dire, pour obtenir une meilleure convention collective. La grève générale, on le sait, il n'y a pas de fonds de grève, ça leur a coûté cher. Alors, ils peuvent très bien se dire tout ça pour ça. C'est extrêmement décevant. Et là, on ne parle pas des salaires. Là. Je pense que la plupart des enseignants sont plutôt contents et je le serais, moi, à leur place. Il y a eu de l'argent, Michel. Il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent. Objectivement, il y a eu beaucoup d'argent mis sur la table. Exactement. Sauf qu'il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. La principale revendication des enseignants, c'était la composition de la classe là, qui fait en sorte que leur travail devient tellement lourd parce que les classes sont... Il y a trop d'élèves en difficulté. Et ça, il n'y a rien de réglé là-dedans. Là. Si je comprends bien, il faut qu'il y ait 60 des élèves qui soient en difficulté pour qu'il y ait des mesures là, spéciales comme déplacement dans des classes spéciales, etc., qui soient prises. Autrement dit, jusqu'à 60 les enseignants sont pris avec des classes qui sont pratiquement ingérables. Et on leur dit, mais en échange, on va vous donner une prime là, de 4 000 à 8 000 selon les cas. Mais ça réglera pas, ça rendra pas leur travail plus supportable. Alors, je comprends qu'ils ne soient pas contents. Bon, alors, à voir, parce que c'est une chose d'avoir des ententes de principe, c'en est une autre de vendre ça aux membres qui ont été très, très mobilisés à la FAE. Dimitri, vous l'avez dit, seul syndicat qui n'avait pas de fonds de grève illimitée, dire, bon, bien, savez-vous, c'est le mieux qu'on peut avoir, croyez-nous, c'est pas évident de faire redescendre la pression, là. Dimitri? Oui, non, pardon, je pensais que vous adressiez à M. David. Pardon. C'est ça le point. Donc, et probablement que c'est vrai sur le plan de l'organisation du travail, de la flexibilité, puis on parle de la flexibilité avec les infirmières aussi. C'est certain que ce n'est pas parfait, mais au moins, et quand je regarde, si la FSE a pu conclure une entente, si le Front commun a pu conclure une entente, on pourrait regarder à régler les choses sans avoir plus de grèves et plus de... Écoutez, vos enfants vont retourner à votre bureau, Patrice. Oui, bien, la mienne, 5 semaines, là, c'est long. Les 5 semaines, FAE, on était au centre. Et quand le Front commun faisait grève, il y avait aussi grève parce que, bon,
OK. Mais si je peux juste dire un Oui. mot, ils ne retourneront pas en grève. Là. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a personne qui a le goût ou même les moyens de retourner. Mais c'est le message que ça envoie. On dit ça, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Bien là, les gens là, qui pensent à être enseignants vont se dire, regardez, là, malgré tout ça, là, ils n'ont pas réussi à obtenir des conditions. Alors, le message n'est pas bon pour les apprentis à moins enseignants. que ça change, là, dans les... À moins que ça change. Mais au Parce moment que là, où on se parle... le Front là... commun, ils sont plutôt... Scalabrini, qu'on a fait tout à l'heure en entrevue, elle est plutôt positive. Mais on verra le choix des membres. La FAE aussi, la direction recommandait l'acceptation. Oui, vous avez raison. OK. Autre sujet, et on le voit, c'est fascinant, le discours sur l'immigration est en train de changer, non pas au Québec, mais partout au Canada. Et M. Poilievre et M. Trudeau. M. Poilievre, ce matin, en entrevue à Québec, on va écouter l'extrait, a dit... On ne peut pas accueillir plus de monde à un rythme plus élevé que le rythme avec lequel on construit des maisons. On écoute M. Poilievre et M. Trudeau. Le nombre d'immigrants que nous acceptons doit être lié mathématiquement au nombre de maisons et appartements bâtis dans l'année précédente. Donc, si on augmente le nombre de maisons par 2-3 on ne peut pas augmenter notre population plus rapidement que ça. Ce n'est même pas une question d'être pro-anti-immigrant, c'est une question d'être pro-mathématique. En tant que gouvernement, on est en train de miser tellement sur le logement. Parce qu'il y a vraiment deux options. Ou bien on réduit de façon massive nos cibles d'immigration, ce qui va faire mal à la pénurie de main-d'œuvre, à la croissance économique, ou bien on trouve une façon de bâtir beaucoup plus de logements plus rapidement. Alors, je vais vous faire trois tableaux pour illustrer tout ça. Croissance de la population canadienne en 2023, record, 1,2 million, record absolu. Il n'y a jamais eu autant d'ajouts de personnes, donc issues de l'immigration en 2023. 2022, 825 000. Autre tableau, la courbe entre l'accroissement de la population, la ligne en rouge, vous voyez là, et la ligne en bleu, c'est les mises en chantier qui chutent. Il ne faut pas avoir fait un bac en mathématiques pour voir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mise en chantier, dernier tableau, il y en a eu 223 000 au pays. Puis les économistes disent qu'il faudrait qu'il y en ait 700 000 par année au lieu de 223. Bref, est-ce qu'on est en train d'assister à un changement un mot à la mode à une certaine époque de paradigme, Michel David? Bien, certainement dans le discours. Je pense dans la réalité aussi, mais dans le discours. M. Poilievre, sauf erreur, puis Dimitri le suit d'un peu plus près que moi, c'est la première fois qu'il dit qu'il faut limiter l'immigration. Avant ça, il tournait autour du pot, il accusait M. Trudeau de tous les péchés du monde, mais il n'avait jamais dit qu'il faut limiter. Et à la limite, si on l'écoute puis qu'il dit qu'il faut mettre ça en proportion des chantiers, des maisons en chantier, bien, il faudrait diminuer parce que c'est moins 7 au Canada. Alors, M. Poilievre n'a pas dit ça, mais sa logique dirait que pour l'an prochain, on baisse de 7 alors, c'est un changement de discours, mais c'est la réalité qui rattrape la politique, là. Oui, parce que beaucoup disaient ça, il faut le dire. Dimitri Soudas, on le voit. D'abord, prenons M. Poilievre, puis on ira à M. Trudeau. C'est la première fois, sauf erreur, qu'il le dit clairement comme ça, là. Tout à fait. Et les enjeux comme la santé, l'environnement et l'immigration, c'est des enjeux que les conservateurs ont toujours voulu neutraliser. Comment le faire? Simplement promettre exactement ce que les libéraux promettent. Tandis que maintenant, puis le deuxième tableau en dit long, Patrice. Le deuxième tableau peut-être même explique la montée fulgurante des conservateurs et la position de faiblesse dans laquelle se retrouve le premier ministre dans les sondages. Présentement, on est en train de dire on veut plus de gens, 500 000 nouveaux résidents permanents. Ça n'inclut pas les étudiants, ça n'inclut pas les travailleurs temporaires. Et là où il faut aussi donner à César ce qui est dû à César, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a plus d'un an, M. Plamondon, comme s'il y avait une boule de cristal, avait parlé exactement de cet enjeu. Donc, c'est cette capacité politique, et peut-être ça explique aussi en partie la montée du PQ, de pouvoir voir au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce que je vais dire rapidement, c'est qu'il y a toujours des contradictions à l'intérieur du gouvernement fédéral entre ce que dit le premier ministre, qui semble persister et signer, et ce que dit son ministre de l'Immigration.
Stéphanie Grandmont, je crois que vous êtes là. On a retrouvé les fils. Ça s'est organisé, merci. Bon, désolé, enfin, on verra. Stéphanie, je vous entre dans la conversation en vol, là. Le discours sur l'immigration est en train de changer. On a entendu M. Poilievre, on a entendu M. Trudeau, on a montré des graphiques, vous aimez les chiffres. Il y a une inadéquation entre les gens qui arrivent ici et notre capacité de les loger, quoi. C'est parfaitement clair et donc c'est dangereux aussi parce que on voudrait pas se retrouver dans une situation où, un peu comme à l'époque, il y a des gens qui disaient les immigrants, c'est des voleurs de job. Maintenant, on va dire c'est des voleurs de maison. C'est la dernière chose qu'on voudrait. Mais tout ça, effectivement, le vent est en train de tourner et on sent que les gens qui étaient assez favorables à l'immigration commencent à se dire peut-être qu'on est allé trop vite. Même des économistes de grandes banques le disent très clairement, les chiffres ne fonctionnent pas. La SCHL dit, il faut construire presque plus d'1 million de maisons d'ici 10 ans au Québec. Le malheur, c'est qu'on manque de main-d'œuvre. Alors, comment on va y arriver pour essayer de ramener une abordabilité? Moi, ce que je pense, c'est qu'une des solutions, si on veut essayer de faire la quadrature du cercle, c'est qu'on peut essayer d'intégrer davantage les immigrants à l'intérieur de l'industrie de la construction. Et à ce moment-là, ils sont très peu. En ce moment, là, seulement 8 % au Québec des ressources en construction, alors que dans d'autres industries, c'est 3 fois plus, notamment en soins de santé. Donc, si on était capable de mieux les intégrer, ils pourraient faire partie de la solution, là, pas que du problème. Mais je comprends que les seuils en ce moment sont très élevés et qu'il va falloir penser à ça aussi. Et vous parliez d'économistes des grandes banques. J'ai lu effectivement cet après-midi toute une analyse disant ça ne fonctionne pas, là. Il y a un blocage, on ne peut pas continuer à ce rythme-là. Mais il y a des pressions aussi de plusieurs milieux pour accueillir beaucoup l'immigration. Michel David dans le monde des affaires, pour la restauration, bref, je ne vais pas faire toute la liste, mais donc il y a des pressions qui s'opposent, là. Clairement. Écoutez, c'est certain que pour une entreprise, là, le problème général de l'économie canadienne, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Lui, c'est son entreprise à lui qui veut faire fonctionner. Alors, je comprends très bien le réflexe des entrepreneurs. Maintenant, on voit M. Trudeau, on a l'impression qu'il essaie de ménager la chèvre et le chou. Il dit, non, c'est vrai, on a besoin de gens, mais on va mettre la pédale douce sur les temporaires et les étudiants internationaux. Ça me paraît une autre solution, là, mi-figue, mi-raisin, qui ne réglera pas grand-chose. Vous savez, ce que Stéphanie dit, c'est très vrai. Il manque de personnel, il y a une pénurie dans le secteur de la construction, mais c'est pas juste ça le problème. Là. J'entendais des entrepreneurs aujourd'hui qui disaient, écoutez, on n'a pas de demande, là, par exemple, pour l'unifamilial, parce qu'à cause du prix des matériaux, l'inflation, c'est tellement cher que les gens ont de la misère à acheter ces maisons-là. Alors, le problème, il ne se réduit pas à un problème de main-d'œuvre, là. Je reviens, Dimitri, à ce que M. Poilievre a dit aujourd'hui. Donc, on doit ralentir le rythme considérablement pour que le rythme de construction de maisons soit le même le rythme de l'augmentation de la population canadienne. Ça, en Ontario, ça passe bien, vous croyez? Je dirais que ça passe bien même chez les nouveaux arrivants qui sont déjà ici. Se louer un appartement, s'acheter une première maison, c'est un défi pour tout le monde, que tu sois résident permanent, que tu sois citoyen canadien parce que tu es arrivé ici il y a 5-10 ans ou parce que tu es né ici. Donc, ceux qui sont déjà ici, ceux qui votent déjà, ont exactement les mêmes préoccupations. Et le coût de la vie, puis on a vu les chiffres aujourd'hui sur l'inflation et les inquiétudes de la Banque du Canada, le coût de la vie va fort probablement dominer la prochaine campagne électorale fédérale. Justement, on en parle de l'inflation. Stéphanie, inflation légèrement en hausse. Qu'est-ce que ça dit? Les gens se disaient, on va attendre janvier, février, mars, avril, peut-être baisse de taux, on va attendre avant d'acheter. Qu'est-ce que ça dit, ce sursaut-là, ce bond?
Bien, je pense que c'est un sursaut qui est peut-être pas annonciateur de ce qui s'en vient. En fait, c'est un peu un effet de comparaison avec le mois de décembre de l'année précédente, où le prix de l'essence avait beaucoup baissé. Donc, juste par simple effet de comparaison, là, on a un rebond. C'est pas nécessairement quelque chose qui va perdurer au cours des prochains mois. Donc, ce qu'on a vu hier, la Banque du Canada a publié 2 études, une qui sonde les consommateurs, l'autre les entreprises. Et ce qui ressort de ça quand même, c'est que les entreprises disent qu'elles commencent à avoir un peu moins de ventes, que leur carnet de commandes pour les prochains mois est un peu moins rempli, qu'elles vont embaucher un peu moins. Donc, on sent que ça se calme. Par contre, du côté des consommateurs, ce qui est frappant, c'est que les consommateurs s'imaginent que l'inflation est encore à 6 alors que c'est pratiquement 2 fois moins. Fait que la perception est encore forte et les gens veulent avoir des augmentations de salaire, etc. en conséquence. Et donc, tout ça, ça peut encore, si on veut, alimenter la bête là, inflationniste. Donc, à voir. Évidemment, le risque, c'est que si l'inflation perdure, la Banque du Canada ne pourra pas commencer à baisser les taux d'intérêt comme ce que les gens prétendent peut-être au printemps. Et si les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps, ça va faire très mal aux gens qui vont se mettre à renouveler leur hypothèque en grand nombre. Et là, on va avoir un peu un mur. Oui, puis d'ailleurs, ce qui cause l'inflation, c'est le coût aussi hypothécaire, entre autres. Donc, c'est un peu un cercle vicieux. Très bien. Et tout, oui, tout ça a des effets politiques parce qu'il y a beaucoup de gouvernements là, qui sont mal pris. Je pense à celui de M. Trudeau, celui de M. Legault, qui espèrent et qui attendent que l'inflation baisse, que le coût de la vie devienne plus acceptable pour les lecteurs. Et là, le message, c'est que pendant les prochains mois, la grogne risque de continuer. Stéphanie le dirait, quand on va renouveler nos hypothèques là, au printemps, ceux qui pensaient avoir un répit risquent d'être obligés de les renouveler à des taux qui sont déjà difficiles à supporter. Alors, politiquement, c'est pas bon pour les gouvernements, ça. Donc, M. Legault, M. Trudeau regardent la courbe exactement celle-là et ils espèrent que ça baisse au plus vite pour que la Banque du Canada baisse, Dimitri. Oui, et ultimement, c'est une des raisons pour laquelle, même si certains le souhaitent, ne verront pas une élection en 2024. Et l'autre grande décision qui doit se prendre dans les officines fédérales, surtout au bureau de Mme Freeland, c'est quel type de budget est-ce qu'elle va présenter? Parce que si elle continue à augmenter les dépenses, bien, vous savez quoi? Ça contribue à l'augmentation de l'inflation. Donc, le prochain budget fédéral pourrait contribuer au sort politique ultime du gouvernement Trudeau. On a le temps pour un dernier sujet rapidement. On va écouter M. Trudeau et M. Poilievre qui commentent la victoire écrasante de Trump hier en Iowa. Ça n'a pas été facile la première fois, ça je vous le dis. Et s'il y a une deuxième fois, ce ne sera pas facile non plus. Et le choix que les Américains vont faire, est-ce qu'ils veulent continuer à être un État optimiste et engagé dans l'avenir, ou est-ce qu'ils vont choisir un recul, une nostalgie pour un moment qui n'a jamais existé? Et dans 2 ans, ici au Canada, on va faire un choix semblable. On va avoir un choix semblable à faire. Moi, je serai là pour le Canada et peu importe que ce soit M. Biden, M. Trump ou quiconque d'autre, moi, je vais avancer les intérêts de notre économie et de notre sécurité parce que je suis pour le Canada, je ne représente pas les États-Unis. Alors voilà, il aime mieux une certaine distance, M. Poilievre, mais rapidement, donc, conséquences sur le Canada. M. Trudeau en profite, on le voit, la ligne est écrite, tour de table, Stéphanie. Il dit, ils vont faire ce choix-là, peut-être, ne le faisons pas au Canada, là, il va en profiter. Bien, c'est sûr que M. Trudeau attise un peu la crainte des Canadiens en brandissant voyez ce qui se passe aux États-Unis avec M. Trump. Donc, peut-être qu'il se dit si Trump est élu, ça va faire réfléchir les électeurs ici à 2 fois. En même temps, il y en a certains qui pourront dire peut-être que Poilievre va mieux s'entendre avec Trump que si on avait un gouvernement libéral. C'est à voir. Mais disons que c'est là que ça se joue. En tout cas, si Trump vient à écouter ces extraits-là aujourd'hui, l'amitié avec Trudeau ne va pas s'améliorer. Michel David.
Oui, bien ça, je pense qu'il n'y a rien à faire de ce côté-là. Mais écoutez, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent là, de la trumpisation, disons, de la politique et de la société canadienne. Et il est certain que l'élection de Trump ferait peur à beaucoup de gens qui pourraient se dire, bien, on va chercher un protecteur en Trudeau. Bon. Mais inversement, si jamais c'est Biden qui est élu, bien, à ce moment-là, M. Poilievre va pouvoir... bien, il ne le dira pas comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, bon, bien, finalement, on peut voter selon des considérations purement canadiennes, quoi. On voit des images en direct du New Hampshire où M. Trump va parler. C'est lundi prochain, les primaires au New Hampshire. Dimitri, là-dessus. Le plus grand défi pour M. Biden, c'est M. Biden. Pourquoi? Bien, il est devenu le président le moins populaire que même George W. Bush à l'époque d'Irak. Et je vais vous raconter une anecdote rapidement. Quand M. Obama est venu au Canada pour la première fois, juste avant la conférence de presse, vous savez, la popularité de M. Obama et traditionnellement la popularité des présidents démocrates au Canada sont très élevées. M. Obama s'était tourné vers M. Harper en lui disant « J'aurais dû me présenter au Canada ». Et le sondage d'aujourd'hui démontre encore une fois M. Biden a une cote de popularité de 60 60 des Canadiens voteraient pour lui, tandis qu'aux États-Unis, présentement, on se pose la question, est-ce que M. Biden peut gagner une autre élection? Stéphanie, Michel David, Dimitri Soudas, merci à vous trois. Stéphanie, vous arriverez à temps. On va tout refaire, le filage, s'il le faut. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.